Il l'acheta aux enchères, enceinte et hantée, une mariée marchandée sous le soleil impitoyable. Mais ce qui commença comme un acte de désespoir pour faire taire les fantômes du passé, déclencha une avalanche de dangers et de secrets. Un cow-boy marqué par la culpabilité et une femme sans espoir, pourrait-il forger un avenir au milieu du chaos? Préparez-vous, ce voyage de rédemption et d'amour improbable va vous captiver. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous nous suivez. À l'aube naissante, quand le vent murmurait encore de froids secrets à travers les fentes des constructions rudimentaires de l'avant-poste du bout du monde, la poussière flottait déjà dans l'air comme la promesse d'une autre journée suffocante. Cela sentait le bétail stressé, le café réchauffé et le désespoir fermenté d'hommes qui avaient perdu plus qu'ils n'avaient gagné dans ces contrées oubliées. Le soleil, encore bas sur l'horizon, teignait le ciel d'un orange maladif, annonçant la chaleur implacable qui allait bientôt transformer la place principale en un four à ciel ouvert. Ce fut dans ce décor de désolation que le marteau du commissaire-priseur descendit, le son sec et brutal coupant le murmure de la petite foule. C'était une sentence, pas une affaire. Sur l'estrade improvisée, faite de caisses et de vieilles planches, une figure féminine se recroquevillait. Enceinte, les mois pesant déjà visiblement sur son corps fragile, elle était la pièce la plus insolite de cette vente aux enchères de biens récupérés. Du bétail perdu, oui. Des chariots abandonnés, certainement. Des outils rouillés, à la pelle. Mais une mariée, c'était nouveau, même pour les standards rudes de l'avant-poste du bout du monde. Ses yeux, creux et hantés, balayaient l'assemblée de visages curieux, lascifs ou simplement indifférents. Mineurs à la saleté incrustée dans la peau, ranchés aux mains calleuses et aux regards calculateurs. Quelques marchands de passage, cherchant n'importe quel avantage dans un endroit où la loi était une blague racontée à voix basse. Le commissaire-priseur, un homme corpulent avec un gilet taché de graisse et une voix qui ressemblait à du papier de verre grossier, exaltait les qualités de la marchandise avec un enthousiasme répugnant. Il parlait de sa docilité, de l'absence de liens familiaux qui pourraient causer des problèmes, de l'opportunité unique. La femme ne pleurait pas, mais un léger tremblement parcourait son corps et ses mains serraient son ventre dans un geste protecteur instinctif. Du milieu de cette masse informe d'humanité, une voix rauque et basse, presque un grognement, offrit la dernière enchère. Un silence momentané tomba sur la place, rompu seulement par le bourdonnement des mouches et le grincement lointain d'un moulin à vent. Tous les regards se tournèrent vers l'offrant. C'était lui, Jeanne, le cow-boy. Un homme de peu de mots et de nombreuses cicatrices, pas seulement celles que le soleil et les barbelés avaient dessinées sur sa peau tannée, mais d'autres, invisibles, gravées au fer rouge dans son âme. Il avait 35 ans, mais la vie dans le désert, la solitude implacable et les fardeaux qu'il portait lui donnaient l'apparence de quelqu'un qui avait vécu une décennie de plus. Ses traits étaient démarqués, un nez qui avait déjà été cassé, une mâchoire carrée couverte par une barbe fine et châtain, et des yeux d'un bleu étonnamment clair, pénétrant, capable de lire l'âme d'un cheval ombrageux ou le mensonge dissimulé dans les yeux d'un homme. C'étaient des yeux qui avaient trop vu, trop souffert. Son entêtement était silencieux, une force intérieure qui le faisait persévérer là où la plupart auraient déjà abandonné. Un roc contre lequel les adversités se brisaient. Il possédait une droiture singulière, un code moral propre, forgé dans la vastitude impitoyable des plaines, où la parole d'un homme était souvent tout ce qu'il avait. Mais sous cette façade de dureté et de résilience, un conflit interne le hantait comme un fantôme persistant. La culpabilité, paralysante et corrosive, pour une vieille promesse brisée, l'image récurrente de petites mains qu'il n'avait pas pu retenir, une jeune vie qui s'était écoulée entre ses doigts comme l'eau dans le désert. Acheter cette femme-là, dans cette vente aux enchères dégradantes, avait été un élan, une réaction viscérale presque irrationnelle. Une tentative tordue, désespérée, de réécrire un chapitre douloureux de son passé, d'intervenir là où il avait été impuissant auparavant, de peut-être, juste peut-être, faire taire les échos de cette perte qui le consumait. Le soleil commençait sa descente paresseuse dans le ciel, quand le juge de paix, un individu ventru avec une haleine persistante de whisky bon marché,
et de petits yeux avides qui brillaient à la perspective d'une taxe inattendue, officialisa l'union. La cérémonie, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, fut réalisée dans les arrière-salles poussiéreuses du magasin général, qui servait aussi de bureau d'état civil et occasionnellement de saloon. La mariée, dont Jean n'avait même pas demandé le nom, tremblait visiblement. Son visage, pâle et maculé de poussière et de larmes séchées, était partiellement caché par un morceau de dentelle jaunie que le juge avait trouvé dans un tiroir oublié, un voile improvisé qui ressemblait plus à un linceul. Jean se contenta de hocher la tête pendant la lecture brève et décousue des vœux forgés, la mâchoire tendue, le regard fixé sur un point quelconque du mur sale derrière le juge. Son « oui » fut un murmure presque inaudible, un souffle de voix qui réussit à peine à vaincre la peur qui l'étouffait. Il n'y eut ni alliance, ni invité, ni aucune trace de sentiment autre que l'urgence brute et l'étrangeté oppressante de la situation. Le seul son qui suivit la déclaration du juge fut le tintement des pièces que Jean déposa dans la main tendue de l'officiel. Dehors, le crépuscule peignait le ciel de violet et de rouge profond. Le chariot de Jean, chargé des quelques provisions qu'il avait réussi à acquérir, les attendait. Il l'aida à monter, son toucher bref et impersonnel sur son bras. Elle se recroquevilla sur le siège, le plus loin possible de lui, les yeux fixés sur ses propres mains qui reposaient sur son ventre. Le silence entre eux était une troisième présence dans le chariot, lourd et inconfortable, chargé de questions non posées et de peurs inexprimées. La poussière, fine comme du talc de défunt, recouvrait tout d'un linceul pâle, tandis qu'ils laissaient l'avant-poste du bout du monde derrière eux, en direction du ranch isolé de Jean. Un endroit aussi aride et solitaire que le cœur de son nouveau propriétaire. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, ni pourquoi exactement il avait fait cela. Il savait seulement que, pour la première fois depuis longtemps, l'image des mains qu'il n'avait pas pu retenir semblait un peu moins nette dans son esprit, remplacée par la vision de cette femme effrayée à ses côtés. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une chance de rédemption dans ce voyage incertain, ou peut-être traînait-il simplement une âme de plus dans son propre désert particulier. Le voyage vers le ranch de Jean fut une épreuve en soi. Des jours entiers sous un soleil qui semblait déterminé à cuire tout reste de vie. Des nuits froides qui faisaient mal aux os, et un paysage qui se répétait dans une monotonie désolante de cactus tordus, de pierres et de poussière. La terre était dure, implacable, un miroir de l'existence même de Jean. Il conduisait le chariot avec une habileté née d'une longue pratique, les yeux balayant constamment l'horizon, attentif à tout signe de danger ou à tout changement subtil du terrain. Éléonore, comme il avait appris qu'elle s'appelait, après un bref et gêné échange de noms le deuxième jour de voyage, restait la plupart du temps en silence. Un silence dense, chargé d'une tristesse ancienne et d'une peur qui semblait être devenue partie d'elle. Elle parlait seulement l'indispensable, des réponses monosyllabiques aux questions pratiques de Jean sur sa faim ou sa soif. Lui, de son côté, n'était pas non plus un homme de nombreuses conversations. La solitude était sa compagne de longue date, et sa présence, bien que fruit de sa propre action impulsive, était une perturbation dans sa routine établie. Les premières nuits, il lui offrait la majeure partie de la nourriture et la seule couverture qu'il possédait, dormant lui-même près du feu, avec le fusil à portée de main. Ce n'étaient pas des gestes de tendresse, mais d'une décence de base, presque réticente. Une de ces nuits, le vent hurlait comme une âme en peine entre les roches, et le froid était plus mordant. Il la vit trembler, recroquevillée sous la mince couverture, et sans un mot, il retira son propre manteau de cuir usé et le posa sur elle. Ses doigts effleurèrent brièvement son épaule, et il sentit un léger sursaut. Elle murmura un « merci », si bas qu'il se perdit presque dans le sifflement du vent. Ce fut le premier signe que le mur de glace entre eux n'était peut-être pas impénétrable. L'approche de son travail était une ombre constante, une horloge invisible marquant le temps. Jean ne comprenait rien aux accouchements, et l'idée l'effrayait plus que n'importe quelle fusillade. La seule femme qu'il avait bien connue dans sa vie adulte était Marthe, l'épouse de son ancien contremaître, une dame bienveillante qui lui offrait parfois un plat de ragoût chaud et une parole amicale. Mais Marthe était partie depuis de nombreuses années.
L'immensité du désert s'étendait comme une mer pétrifiée, indifférente aux drames minuscules qui se déroulaient à sa surface. L'espoir était une plante tenace, essayant de germer dans le sol aride du cœur d'Éléonore. Mais chaque regard vers l'immensité vide semblait flétrir toute petite pousse. Jean commença à percevoir que le silence d'elle n'était pas seulement de la peur, mais aussi une sorte de résignation. Qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi une femme enceinte était-elle vendue comme du bétail? Ces questions planèrent dans l'air raréfié entre eux, mais il n'osait pas les poser. Il craignait la réponse. Il craignait de briser la fragile trêve qui semblait s'être établie. Un soir, assis autour d'un feu de camp qui crépitait et crachait des étincelles vers le ciel incroyablement étoilé, le silence fut rompu par un sanglot contenu. Jean regarda Éléonore. Elle essayait de cacher son visage, mais les larmes brillaient à la lumière du feu. Il hésita, la main en l'air, incertain de ce qu'il devait faire. Il n'avait jamais été bon avec les larmes féminines. Finalement, il se racla la gorge et dit, la voix plus rude qu'il ne l'avait voulu. « Vous avez mal ?» Elle secoua la tête, les sanglots maintenant plus audibles. « C'est juste que ça fait si longtemps que personne ne se soucie si j'ai froid. » Les mots sortirent entrecoupés, chargés d'une solitude qui faisait écho à la sienne. Jean ne répondit pas. Il jeta juste un autre morceau de bois sec dans le feu, observant les flammes monter plus haut, comme si elles cherchaient à éloigner l'obscurité qui les enveloppait, tant au sens propre qu'au figuré. Ce moment de vulnérabilité partagée, même bref, sembla diminuer un peu la distance entre eux. Le lendemain, alors qu'ils traversaient un passage particulièrement difficile, avec le chariot qui grinçait et menaçait de casser à tout moment, Éléonore montra une herbe qui poussait obstinément entre les pierres. « Ça, c'est bon pour la fièvre, » dit-elle, la voix étonnamment ferme. « Ma grand-mère me l'a appris. » Jean arrêta le chariot et sans poser de questions, cueillit quelques-unes des herbes. Ce fut la première fois qu'elle offrit quelque chose d'elle-même, un fragment de son savoir, de son histoire. Il garda les herbes avec soin. Une semaine après avoir quitté l'avant-poste du bout du monde, alors qu'ils approchaient des terres plus arides qui précédaient le ranch de Jean, le premier signe de réel problème surgit. Il s'arrêtait pour abreuver les chevaux dans un petit puits boueux, le seul point d'eau sur des kilomètres, quand 3 hommes à cheval émergèrent de derrière une formation rocheuse. C'étaient des types rudes, avec des armes apparentes et des regards qui mesuraient Jean et principalement Éléonore, d'une manière qui fit le sang de Jean se glacer. « Tiens, qu'avons-nous ici ?» dit le chef, un homme corpulent avec une vilaine cicatrice qui lui tirait la lèvre dans un sourire permanent et désagréable. Un voyageur solitaire et une compagnie intéressante. Les 2 autres rirent, un son guttural et menaçant. Jean resta calme, la main posée négligemment près de l'étui de son revolver. « Nous sommes de passage, » dit-il, la voix basse et contrôlée. « Nous ne cherchons pas les ennuis. »« Les ennuis ?» répéta l'homme à la cicatrice descendant de cheval. « Nous sommes la solution à l'ennui, ami, et votre petite femme semble pouvoir nous divertir un bon moment. » Il fit un pas vers Éléonore, qui recula instinctivement, les yeux écarquillés de terreur. Avant que l'homme ne puisse faire un autre pas, Jean bougea. Ce fut rapide, fluide, le pistolet apparaissant dans sa main comme par magie. Le canon pointait directement vers la poitrine du chef. « Je crois que vous avez mal compris, » dit Jean, la voix maintenant froide comme de la glace. « Elle n'est pas votre divertissement, et si vous ou vos amis faites un pas de plus, vous allez découvrir à quel point votre ennui peut se terminer définitivement. » Les 2 autres hommes hésitèrent, les mains posées sur leurs propres armes, mais le regard de Jean, dur et inflexible, et la certitude de sa posture, les firent réfléchir à 2 fois. Le chef regarda le canon de l'arme, puis le visage de Jean. Il y vit non pas un bluff, mais une promesse. « Calme-toi, ami, » dit-il, levant les mains lentement. « On plaisantait juste, pas d'offense. Reprenez vos chevaux et foutez le camp, » ordonna Jean. « Et si je vous revois, il n'y aura pas de discussion. » Les 3 hommes, marmonnant entre eux, remontèrent et s'éloignèrent, lançant des regards rancuniers par-dessus leurs épaules. Jean ne baissa l'arme que lorsqu'ils devinrent de petits points à l'horizon. Il se tourna vers Éléonore. Elle était pâle, mais ses yeux, auparavant remplis de peur,
contenait maintenant une nouvelle émotion, la surprise, et peut-être un aperçu de gratitude. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Elle se contenta d'acquiescer, incapable de parler. Il rangea son arme et retourna s'occuper des chevaux, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Il l'avait défendue. Pas par obligation contractuelle, mais par un instinct protecteur qu'il ne savait pas posséder encore si fortement. Et elle l'avait vu. Cette nuit-là, lorsqu'il lui offrit la majeure partie du maigre repas, elle le regarda dans les yeux et dit un « merci » qui sonna différemment, plus profond. Le ranch de Jean, lorsqu'ils l'atteignirent enfin, était exactement comme il l'avait décrit, isolé, austère, presque un avant-poste contre la sauvagerie du désert. Une petite maison en adobe, un corral, un puits et une grange en mauvais état. C'était peu, mais c'était à lui. C'était un refuge, ou du moins, il l'espérait. Pendant qu'ils déchargèrent le chariot, Éléonore observait tout avec une expression indéchiffrable. La maison était petite, avec seulement 2 pièces, mais elle était étonnamment propre, bien que spartiate. Il y avait une rudesse fonctionnelle en tout, des meubles faits à la main aux quelques ustensiles de cuisine. Jean lui indiqua la plus petite des 2 chambres. « Vous pouvez rester ici. » Elle entra, hésitante. Il y avait un lit étroit avec un matelas de paille et une petite fenêtre qui donnait sur la vastitude désolée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un toit, des murs, un endroit où se sentir minimalement en sécurité. Les jours qui suivirent, une routine fragile commença à s'établir. Jean s'occupait du peu de bétail qu'il possédait, réparait les clôtures, chassait pour compléter ses provisions. Éléonore, malgré sa grossesse avancée, essayait d'aider comme elle pouvait. Elle cuisinait des repas simples, mais savoureux, avec les ingrédients limités qu'ils avaient. Elle gardait la maison propre. Elle cousait quelques vêtements pour le bébé avec de vieux tissus que Jean avait trouvés. Ils ne parlaient presque pas, mais le silence entre eux n'était plus aussi tendu. Il y avait une acceptation mutuelle, une compréhension tacite de leurs circonstances partagées. Un après-midi, Jean revint du travail quotidien plus tôt et la trouva assise dehors devant la maison, chantant une mélodie douce et triste tout en raccommodant une petite chemise de bébé. Sa voix était étonnamment douce et la chanson, bien que mélancolique, avait une beauté simple. Il s'arrêta, caché par le coin de la maison, et l'écouta un instant, une sensation étrange lui serrant le cœur. C'était une mélodie que sa mère avait l'habitude de chanter. Quand elle eut fini, il s'approcha. Elle fut surprise de le voir. « Excusez-moi, dit-il. Je ne voulais pas vous effrayer. C'est une belle chanson. » Elle rougit légèrement. « C'est une berceuse de ma terre. »« Votre terre » répéta-t-il, la question implicite. Elle hésita, puis regarda l'horizon lointain. « C'est très loin d'ici. Un endroit plus vert, avec des rivières. » Ce fut la première fois qu'elle parla de son passé avec un soupçon de nostalgie, pas seulement de douleur. « Pourquoi êtes-vous parti de là ?» demanda-t-il, doucement. Elle baissa les yeux vers la couture dans ses mains. « J'ai dû partir. Il y avait du danger. » Elle n'en dit pas plus et il n'insista pas. Mais la graine de la curiosité et une inquiétude croissante avaient été plantées. Le danger qui l'avait fait fuir pourrait encore être dehors, à sa recherche. Et maintenant, il était sur leur chemin. Quelques semaines plus tard, alors que le ventre d'Éléonore était proéminent et ses mouvements plus lents, Jean réparait le toit de la grange quand il vit un nuage de poussière au loin. Ce n'était pas le vent. C'étaient des cavaliers, au moins 4 ou 5, se déplaçant avec détermination vers le ranch. Un frisson lui parcourut l'échine. Cela pouvait être des voyageurs perdus, ou même des cow-boys de ranch voisins, bien que voisin fût un terme relatif dans cette immensité. Mais son instinct, affûté par des années de solitude et de dangers occasionnels, lui disait le contraire. Cette rencontre au puits lui revint à l'esprit. Était-ce eux ou quelque chose de pire? Il descendit rapidement du toit, le cœur battant plus fort. Il prit son fusil, vérifia la charge. « Éléonore !» l'appela-t-il, la voix urgente. « Entrez dans la maison et verrouillez la porte. Ne sortez pour rien au monde, peu importe ce que vous entendrez. » Elle apparut à la porte, le visage pâle en voyant l'expression sur le sien et le fusil dans ses mains. « Que se passe-t-il ?»« Faites juste ce que je dis, »
ordonna-t-il, essayant de garder sa voix calme pour ne pas l'effrayer davantage. Elle hésita un instant, puis acquiesça et recula à l'intérieur de la maison. Le bruit du verrou se fermant résonna dans le silence tendu. Jean se positionna derrière un des poteaux du corral, l'utilisant comme couverture, le fusil prêt. La tension était palpable, un nœud dans son estomac. Le danger qu'il avait craint, le danger dont Éléonore avait fui, semblait avoir finalement trouvé le chemin de son refuge isolé. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres déformées, et le silence n'était brisé que par le vent qui commençait à se lever, apportant avec lui l'odeur de terre sèche et la promesse de confrontation. Les cavaliers s'approchèrent, ralentissant au moment d'apercevoir le ranch. Ce n'étaient pas les hommes du puits. Ceux-ci semblaient plus professionnels, plus déterminés. Ils portaient des vêtements sombres et des chapeaux à large bord qui ombraient leur visage. Il y avait une aura de menace calculée autour d'eux. Le chef, un homme grand et mince avec un visage sévère et des yeux froids comme des éclats de glace, s'arrêta à une 50aine de mètres du corral. « Bonjour, ranchère !» cria-t-il, la voix claire et tranchante. « Nous cherchons une femme. Elle voyage peut-être avec vous. » Jean resta silencieux, les observant. Il n'y avait aucun moyen de nier la présence d'Éléonore très longtemps. Pas avec la fumée sortant de la cheminée de la maison et les signes évidents que l'endroit était habité par plus d'une personne. « Elle s'appelle Éléonore, » continua l'homme, comme si Jean avait répondu. « Elle est enceinte. Elle a fui notre employeur, emportant avec elle quelque chose qui ne lui appartient pas. » Le sang de Jean se glaça. Employeur. Alors elle n'était pas juste une fugitive quelconque. Quelqu'un de puissant était derrière elle. Quelqu'un qui envoyait des hommes armés pour la récupérer. « Il n'y a aucune femme ici avec ce nom, » répondit Jean, la voix ferme, bien que son cœur fût accéléré. « Vous vous êtes trompé d'endroit. » Le chef sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous n'aimons pas être trompés, rancher. Ce serait dommage d'avoir à fouiller votre propriété de force. Et croyez-moi, nous le ferons si nécessaire. » Il fit signe à ses hommes, qui commencèrent à se disperser, encerclant lentement la zone de la maison et du corral. Jean savait que la conversation était terminée. La confrontation était inévitable. Il avait deux options, livrer Éléonore ou se battre. La livrer signifierait la renvoyer au danger dont elle avait fui, chez ce fameux employeur. Cela signifierait échouer à nouveau, comme il avait échoué dans le passé. Se battre signifierait mettre sa propre vie en danger, et peut-être la sienne aussi, dans un affrontement inégal. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Éléonore l'avait regardé ces derniers jours, une confiance fragile qui commençait à naître, qui l'empêchait de simplement l'abandonner. Et il y avait l'enfant. Une vie innocente sur le point de venir au monde. Il ne pouvait pas, il ne le ferait pas. « Si vous faites un pas de plus, » dit Jean, la voix basse et chargée d'une menace froide, « vous allez le regretter. » Le chef rit, un son sec et dédaigneux. « Des menaces d'un seul homme? Vous êtes courageux, rancher, ou très stupide. » Il fit un autre signe, et un de ses hommes, le plus proche de la maison, commença à avancer. Jean leva son fusil et tira. Le coup n'était pas pour tuer, mais pour avertir. La balle frappa le sol à quelques centimètres des pieds de l'homme, soulevant un nuage de poussière. L'homme recula effrayé. « Je vous avais prévenu, » dit Jean. « Le prochain ne sera pas un avertissement. » La réponse du chef fut immédiate. « Attrapez-le et ramenez la femme. » La fusillade commença. Les balles sifflaient dans l'air, arrachant des éclats de bois du corral et soulevant de petites explosions de poussière, là où elles frappaient le sol. Jean répondait au feu avec une précision calculée, profitant de chaque parcelle de couverture, faisant en sorte que chaque tir vaille la peine. C'était un bon tireur, habitué à chasser et à se défendre dans les terres sauvages, mais ils étaient 4 contre 1, et ils étaient déterminés. Un des hommes tenta de le flanquer par le côté de la grange. Jean le vit à temps, et un tir précis le fit crier et lâcher son arme, s'agrippant à son bras blessé. 3 restants, mais ils s'approchaient, utilisant la couverture des roches et des quelques arbustes. Soudain, la porte de la maison s'ouvrit, et Éléonore apparut, le visage pâle, mais déterminé. Dans ses mains, elle tenait la vieille espingarda de Cano du Plot de Jean,
une arme qu'il utilisait rarement, mais qu'il gardait chargée pour les urgences. « Jean !» cria-t-elle, la voix étonnamment forte au milieu du bruit des tirs. « Derrière vous !» Jean se retourna à temps pour voir un des hommes essayer de se faufiler derrière lui. Il n'aurait pas eu le temps de viser avec son fusil. Mais Éléonore lut. Elle leva l'espingarda et tira. Le recul de l'arme la projeta en arrière, mais le tir fut précis. L'homme tomba, touché à la poitrine. 2 restants, le chef et un autre. Il semblait surpris par la résistance inattendue. « Maudite !» cria le chef, furieux. Il s'abrita derrière une grande roche et commença à tirer frénétiquement en direction de la maison, forçant Éléonore à reculer à l'intérieur. Jean profita de la distraction. Il se déplaça rapidement vers une nouvelle position, plus près de la maison, d'où il aurait un meilleur angle. Le dernier homme armé, voyant son chef occupé, tenta d'avancer à nouveau. Jean l'attendit. Quand l'homme sortit de sa couverture, Jean tira. L'homme chancela et tomba. Maintenant, il ne restait que le chef. Il était seul, ses hommes morts ou blessés. Mais il ne semblait pas disposé à abandonner. « Vous allez payer pour ça, rancher !» cria-t-il, la voix pleine de haine. « Et la femme est à moi !» Il sortit de derrière la roche, tirant de manière désordonnée tout en courant vers Jean. C'était un acte de désespoir, mais toujours dangereux. Jean garda son calme. Il visa attentivement. 1 tir. 2. Le chef s'arrêta soudainement, lâcha son arme et porta ses mains à l'estomac. Il regarda Jean avec une expression d'incrédulité, puis tomba à genoux et s'effondra sur le côté. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le sifflement du vent et le son de la respiration haletante de Jean. Il resta vigilant pendant quelques instants, s'assurant que la menace était réellement terminée. Puis, lentement, il baissa son fusil. Éléonore sortit de la maison, l'espingarda toujours dans ses mains, le visage maculé de poudre à canon et de larmes. Elle courut vers lui. « Jean, vous êtes blessé !» Il secoua la tête, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Il la regarda la force et le courage inattendus qu'elle avait démontrés. Elle ne s'était pas contentée de se cacher. Elle s'était battue. Pour lui. Pour eux. « Vous m'avez sauvé, » dit-il, la voix rauque. Elle laissa l'espingarda tomber au sol et l'embrassa, une étreinte serrée, désespérée. Il hésita un instant, surpris par l'intensité du geste, puis l'enveloppa de ses bras, sentant le tremblement de son corps contre le sien. « Nous nous sommes sauvés mutuellement », murmura-t-elle, le visage enfoui dans sa poitrine. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, l'odeur de la poudre à canon et de la peur se mêlant à un nouveau sentiment, quelque chose qui ressemblait au soulagement et à une connexion profonde, forgée dans la chaleur de la bataille. La peur était une bête invisible, grognant dans l'obscurité, flairant leur faiblesse, mais ensemble, ils l'avaient affrontée. Quand ils se séparèrent enfin, Jean regarda les corps éparpillés dans la cour. La réalité de ce qu'ils avaient fait commença à peser sur lui. « Il faut se débarrasser d'eux, » dit-il, « et partir d'ici. Il pourrait avoir d'autres hommes, ou quelqu'un pourrait venir les chercher. » Éléonore acquiesça, le visage redevenu sérieux. « Où irons-nous » Jean regarda l'horizon, regarda la vastitude impitoyable qui les entourait. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais nous irons ensemble. » Cette nuit-là, après avoir enterré les corps dans une tombe anonyme loin du ranch et rangé à la hâte leurs quelques affaires dans le chariot, ils s'assirent autour d'un petit feu de camp, à quelque distance de l'endroit qui, pendant un court moment, avait été leur foyer. Le danger immédiat était passé, mais l'incertitude planait sur eux comme un nuage sombre. « Qui sont-ils, Éléonore » demanda Jean, rompant enfin le silence. « Qui est cet employeur » Elle soupira, un son fatigué et triste. Elle regarda les flammes pendant longtemps avant de parler. Son nom est Monsieur Raphaël Alvarado, un homme riche et puissant de Sonora. Mon père avait une dette envers lui, une dette de jeu. Quand mon père est mort, Monsieur Raphaël a dit que la dette me revenait. Son visage se tordit dans une expression de dégoût. Il me voulait, comme sa propriété, sa concubine. J'ai refusé. J'ai essayé de fuir, mais il m'a trouvé. Il a dit que si je ne le servais pas, il me vendrait au pire genre de gens. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. J'ai découvert que j'étais enceinte peu avant de réussir à m'échapper vraiment.
Je savais qu'il ne me laisserait jamais partir, surtout avec un enfant qu'il pourrait revendiquer comme sien. J'ai fui vers le nord, espérant me perdre dans la vastitude, trouver un endroit où il ne pourrait pas m'atteindre. Jean écoutait en silence, le cœur serré de colère et de compassion. Ce salaud. Il comprenait maintenant la peur constante dans ses yeux, sa réticence à faire confiance. « Et qu'avez-vous emporté qui ne vous appartenait pas ?» demanda-t-il, se rappelant les mots du chef des hommes armés. Éléonore hésita. « J'ai emporté quelques bijoux. Ils étaient à ma mère. C'était la seule chose de valeur que j'avais pour essayer de recommencer ma vie. » Il les considérait comme faisant partie du paiement de la dette. Jean acquiesça. Cela avait du sens. Un homme comme Alvarado ne laisserait pas passer impunément ni une offense à son autorité, ni la perte de biens, aussi minime soit-il. « Il n'abandonnera pas », dit Éléonore, la voix pleine de désespoir. « Il n'abandonne jamais. » Jean tendit la main et, hésitant, toucha son bras. « Nous allons nous en sortir, Éléonore, je le promets. » Il ne savait pas comment, mais la promesse sortit avec une conviction qui le surprit lui-même. Il la regarda la force qu'elle avait démontrée, regarda la vulnérabilité dans ses yeux et sut qu'il n'était plus seul dans sa lutte, et elle non plus. La nuit engloutit les bruits de la poursuite, devenant complices de la chasse, mais maintenant, ils étaient deux contre l'obscurité, et cela, d'une certaine manière, faisait toute la différence. La fuite les mena vers des terres encore plus sauvages et inconnues. Les jours se transformèrent en semaines, et la tension d'être constamment en mouvement, regardant par-dessus leurs épaules, commença à peser. Jean, avec sa connaissance du terrain et ses instincts affûtés, réussissait à les maintenir un pas devant toute poursuite immédiate, mais l'ombre de M. Raphaël Alvarado planait sur eux comme un vautour. Éléonore était de plus en plus proche de son terme, et l'inquiétude de Jean augmentait chaque jour. Il devait trouver un endroit sûr, un refuge où elle pourrait avoir le bébé en paix. Les nuits étaient passées dans des abris improvisés, sous le manteau d'étoiles qui semblaient indifférentes à leur drame. Les conversations devinrent plus fréquentes, plus profondes. Éléonore raconta à Jean son enfance, sa mère, les rêves qu'elle avait eus avant que la dette de son père ne les détruise. Jean, à son tour, commença à s'ouvrir petit à petit sur son propre passé. Il raconta la ferme qu'il avait perdue, la promesse qu'il n'avait pas pu tenir, la culpabilité qui le hantait. Il parla d'une jeune femme nommée Sarah et de son jeune fils, mort dans une attaque de bandits contre une caravane qu'il aurait dû protéger. Il s'était blâmé de ne pas avoir été assez rapide, assez fort. « Je les ai vus, » dit-il une nuit, la voix étranglée, « mourir dans mes bras, et je n'ai rien pu faire. » Éléonore écouta en silence, les larmes coulant sur son visage, non pas pour elle-même, mais pour lui, pour la douleur qu'il portait depuis si longtemps. Quand il eut fini, elle prit sa main calleuse entre les siennes. « Ce n'était pas de votre faute, Jean, » dit-elle, la voix douce mais ferme. « Vous avez fait ce que vous pouviez. Parfois le mal arrive tout simplement, et il n'y a rien que nous puissions faire pour l'empêcher. » Ces mots, simples et directs, furent comme un baume pour une vieille blessure. Pour la première fois, il sentit que quelqu'un comprenait vraiment la profondeur de sa douleur, sans jugement, sans pitié, juste de la compassion. La culpabilité de Jean, auparavant une ombre gigantesque, rétrécissait un peu à chaque sourire échangé, à chaque toucher doux, comme une brume dissipée par le soleil du matin. Un jour, alors qu'ils cherchaient de l'eau, ils trouvèrent une petite vallée cachée, une oasis de verdure au milieu de l'aridité. Il y avait une source d'eau fraîche, des arbres qui offrèrent de l'ombre, et même une petite grotte, sèche et protégée, sur le flanc d'une colline. Cela ressemblait à un cadeau du ciel. « Je crois que nous avons trouvé notre endroit », dit Jean, un rare sourire illuminant son visage. Ils décidèrent de rester là, au moins jusqu'à ce que le bébé naisse. Jean travailla pour rendre la grotte plus habitable, tandis qu'Éléonore préparait le trousseau improvisé pour le bébé. Il y avait un sentiment de paix dans cette vallée, une trêve temporaire de la poursuite et de la peur. Une nuit, quelques semaines après s'être installée dans la vallée, Éléonore se réveilla avec une douleur aiguë. Le bébé arrivait. Jean, malgré la panique qu'il ressentait, essaya de garder son calme.
Il avait lu quelques passages d'un vieux livre de médecine qu'il avait trouvé dans une ville abandonnée, mais la théorie était très différente de la pratique. Le travail fut long et difficile. Éléonore était forte, mais la douleur l'épuisait. Jean resta à ses côtés tout le temps, tenant sa main, essuyant son visage avec un linge humide, murmurant des mots d'encouragement qu'il ne savait même pas connaître. Il y eut des moments où il craignit le pire, des moments où l'image de Sarah et de son fils revint le hanter. Mais il lutta contre la peur, se concentrant sur Éléonore, sur sa respiration, sur sa force. Et puis, peu avant l'aube, quand les premiers rayons de soleil commençaient à peindre le ciel, un cri fort et sain résonna dans la grotte. Un garçon. Parfait. Jean coupa le cordon ombilical de ses mains tremblantes et enveloppa le bébé dans un linge propre. Quand il le mit dans les bras d'Éléonore, il vit des larmes couler sur son visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, de soulagement. « Il est magnifique », murmura-t-elle, embrassant la petite tête du nouveau-né. Jean les regarda tous les deux, mère et fils, et sentit une émotion bouleversante l'envahir. C'était un mélange d'admiration, de tendresse et d'un type de bonheur qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Ce petit être, né au milieu de tant d'adversité, était un symbole d'espoir, d'un nouveau départ. Les jours suivants, une nouvelle routine s'établit dans la vallée. Jean chassait et protégeait le petit campement, tandis qu'Éléonore s'occupait du bébé, qu'ils appelèrent Daniel, un nom qui signifiait « Dieu est mon juge ». La présence de Daniel apporta une nouvelle lumière dans leur vie. Ses petits sons, son odeur de lait et d'innocence, remplissaient la grotte d'une joie simple et profonde. Jean découvrit un côté de lui-même qu'il ne connaissait pas. Il prenait Daniel dans ses bras avec une délicatesse surprenante, chantait des berceuses improvisées de sa voix rauque, et sentait son cœur fondre chaque fois que le bébé agrippait son doigt de sa minuscule main. Un après-midi, tandis qu'Éléonore allaitait Daniel près de l'entrée de la grotte, observant Jean réparer une armadilla, elle dit « Jean, nous devons parler de l'avenir. » Il arrêta ce qu'il faisait et s'approcha. « Je sais que Monsieur Raphaël est toujours dehors, et je ne veux pas que vous et Daniel viviez dans la peur à cause de moi. » Elle fit une pause, respirant profondément. « Peut-être vaudrait-il mieux que je parte. Emmenez Daniel dans un endroit où il ne pourra pas nous trouver. Vous seriez plus en sécurité. » Jean la regarda, le cœur serré. L'idée de la perdre, de perdre Daniel, était insupportable. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains. « Éléonore, dit-il, la voix étranglée, quand je vous ai acheté à cette vente aux enchères, ce fut un acte de désespoir. J'ai vu en vous une chance de réparer une erreur de mon passé. Mais ce qui s'est passé depuis, cela n'a rien à voir avec le passé. C'est à propos de nous, à propos de vous, de moi, de Daniel. » Il la regarda dans les yeux, la sincérité brillant dans son regard. « Je ne veux pas que vous partiez, je veux que vous restiez. Je veux que nous construisions une vie ensemble, ici ou n'importe où ailleurs. Je vous aime, Éléonore, et j'aime Daniel comme s'il était mon propre fils. » Des larmes jaillirent des yeux d'Éléonore. « Oh Jean, murmura-t-elle, je vous aime aussi. » Elle se pencha et l'embrassa. Un baiser tendre et plein de promesses. À ce moment-là, sous le ciel bleu de la vallée cachée, avec le petit Daniel dormant paisiblement dans ses bras, ils scellèrent leur engagement. Ils savaient que les dangers n'avaient pas disparu, que Monsieur Raphaël était toujours une menace. Mais maintenant, ils affronteraient l'avenir ensemble, comme une famille. Leur avenir était une toile vierge, et ensemble, avec les couleurs de la confiance et de l'amour nouvellement découverts, ils commençaient à peindre un nouveau paysage. La culpabilité de Jean n'avait pas complètement disparu, mais s'était transformée en cicatrice, un rappel de son passé, mais plus une blessure ouverte qui l'empêchait de vivre. Il avait trouvé sa rédemption, non pas en effaçant le passé, mais en construisant un avenir. Quelque temps plus tard, ils décidèrent que la vallée, bien que sûre pour l'instant, était trop isolée. Ils avaient besoin d'une communauté, d'un endroit où Daniel pourrait grandir avec d'autres enfants, où il pourrait avoir une vie plus normale. Avec prudence, et en utilisant les contacts que Jean avait encore de son temps de cow-boy, ils trouvèrent une petite ville frontière, un endroit nouveau, rempli de gens cherchant à recommencer.
Avec les bijoux d'Éléonore et le peu que Jean avait réussi à économiser, ils achetèrent un petit lopin de terre et commencèrent à construire une nouvelle vie. Ce ne fut pas facile. Le travail était dur et l'ombre de Monsieur Raphaël planait toujours, distante, mais présente. Mais ils savaient l'un l'autre, et ils avaient Daniel. Et c'était suffisant. Des années passèrent. Le petit ranch prospéra. Daniel grandit. Un garçon fort et intelligent, avec les yeux bleus pénétrants de son père et le sourire doux de sa mère. Jean et Éléonore vieillirent ensemble, les marques du temps sur leurs visages, racontant l'histoire d'une vie de lutte, mais aussi de beaucoup d'amour et de bonheur. La culpabilité de Jean devint un souvenir lointain, un doux écho d'une vie passée. Il avait appris que la vraie rédemption ne résidait pas dans le fait de changer le passé, mais dans l'embrasser le présent et construire un avenir digne. Par une chaude nuit d'été, assis sur la véranda de leur maison, observant Daniel, déjà un jeune homme, jouant avec les chiens, Éléonore posa sa tête sur l'épaule de Jean. « Vous vous souvenez de ce jour à l'avant-poste du bout du monde ?» demanda-t-elle, la voix douce. Jean sourit. « Comment pourrais-je oublier ? Ce fut le jour où ma vie a recommencé. » Il l'embrassa fort. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de couleurs vibrantes, les mêmes couleurs qui un jour avaient semblé si hostiles, mais qui n'étaient plus que la toile de fond pour la paix qu'ils avaient trouvée. Le voyage avait été long et dangereux, mais ils étaient arrivés à la maison, ensemble.